la police, ne quittez pas. Eh bien, bonjour à tous pour une nouvelle émission de Allô le 17, toujours en compagnie de mon collègue et complice Patrick Ivars. Nous avons la joie et le plaisir de recevoir aujourd'hui Alice Cordier. Bonjour. Bonjour Alice Cordier, qui est la présidente du collectif Némésis. Alors, en préparant l'émission, je me suis rendu sur la Bible des internautes, qui est Wikipédia, et je me suis permis de regarder ce que disait Wikipédia sur votre association. Ils sont pas en reste de qualificatifs. Hein. J'ai été assez surpris. On est même surpris de voir à quel point votre collectif cumule les qualitatifs dits d'extrême droite. Ouais. Pour n'en citer que quelques-uns, anti-immigration, anti-islam, islamophobie, xénophobie, que des phobies, quoi. Vous devez être vraiment mal dans votre peau, accumulant toutes ces phobies, identitarisme, conservatisme, transphobie, et enfin, j'ai trouvé que le mot était extraordinaire, fémo-nationalisme. Oui. J'ai vu que c'était quelque chose de nouveau. Donc on peut dire que rien ne semble vous être épargné. Au-delà de ce texte de Wikipédia, pourriez-vous nous dire ce qui vous a poussé à créer ce collectif ? Bien sûr. Et pourquoi vous avez pris cette dénomination ? Puisque je crois que Némésis, c'est la déesse grecque de la vengeance, me semble-t-il, hein, du châtiment céleste, également de la vengeance dont le courroux s'abattrait sur les humains coupables d'hybris, hein, c'est-à-dire la démesure. Pourquoi cette référence à cette déesse grecque vengeresse ? Alors, il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. On a un peu le temps, donc je vais avoir le temps de développer. D'abord, donc on est en procédure de mise en demeure avec Wikipédia, si ça peut rassurer vos auditeurs. Très bien. On est en train de régulariser la situation parce que Wikipédia, depuis un certain nombre de temps, a été totalement gangréné par des militants, plus ou moins d'extrême gauche, qui prennent un malin plaisir à faire de l'activisme politique sur des pages censées être neutres. Ce qui devient très compliqué parce qu'en effet, nous, on travaille avec un certain nombre de médias, avec un certain nombre de services. Et en effet, dès qu'on ouvre notre page Wikipédia, on a tous les pires termes au monde qu'on peut nous coller. Alors, fémonationalisme, ils l'ont inventé pour nous. Ouais. C'est un mot qui existe depuis 2 ans. Je connaissais pas. Ça veut dire quoi, ça ? Eh bien, je crois que ça veut dire féministe d'extrême droite, grosso modo. C'est méchant, quoi. Oui, c'est les méchantes. Les méchantes. Vous êtes des femmes nationalistes, quoi. Écoutez, je pourrais dire qu'on a inventé un mot pour mon association, ce qui est quand même une petite fierté. Ouais. Nous, Némésis est né il y a 4 ans, en octobre 2019, suite à 2 choses. La première, c'était qu'au sein de l'association, les activistes qui en font partie ne se retrouvaient pas dans le discours néo-féministe, le discours actuel des féministes, que l'on trouvait totalement gangréné, là encore, par une idéologie, par une volonté d'abattre l'homme, une guerre des sexes réelle qu'elles ont mis en place et qui, selon moi, est totalement délétère et ne fait absolument pas avancer le sujet. On a vu dans leur lutte un certain nombre de contradictions. On retrouve, par exemple, des militants pro-immigration pendant les manifestations féministes. On retrouve des slogans écologistes on peut être pour, on peut être contre, mais en tout cas, ça n'a rien à faire dans une manifestation féministe. Et surtout, on retrouve une idéologie d'extrême gauche qui vise à viser les policiers. Des slogans anti-policiers, on a encore entendu le 8 mars dernier. Le jour de la fête de la femme. Jour de la fête de la femme. Je rappelle quand même que quand on est victime de violence, un de nos premiers réflexes, c'est d'aller voir la police, quand même. Et en fait, on retrouve dans ces militantes, en fait, il y a vraiment une intersectionnalité d'extrême gauche qui s'est mise en place. Les différentes associations telles que Nous Toutes, Oser le féminisme, ont été gangrénées par des militantes très politiques et qui, du coup, ont renversé un discours qui, sur certaines choses, n'est pas mauvais, qui dénonce, on est tous autour de cette table, contre les violences conjugales, contre les violences faites aux femmes. Mais quand c'est porté par les mauvaises personnes, je pense que ça peut donner un certain nombre de conséquences qui sont mauvaises et qui attaquent 50% de la société masculine, en fait, et que moi, je ne partageais pas. La deuxième chose, c'est un constat que nous, on a fait au sein de l'association, qui est assez propre à ma génération. C'est le fait que les jeunes femmes, à partir de 12-13 ans, se font harceler en masse dans l'espace public, harcèlement sexuel, j'entends, par tout un tas d'hommes qui errent, qui sont généralement des hommes issus de l'immigration, maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, et qui ont une vision totalement aux antipodes de la vision européenne de la femme. Et cela se traduit par un choc culturel dans l'espace public. Donc moi, dès mes 12-13 ans, j'ai été victime
de ce genre de choses où je me promenais et on m'alpaguait, des hommes de l'âge de mon père en plus. Et je me suis sentie vraiment considérée comme un bout de viande dans la rue. Ça a été quelque chose que j'ai eu du mal à montrer à mes parents au début parce qu'ils font partie d'une génération où cela n'existait pas forcément. Pas de la même façon. Alors il y avait des ouvriers qui vous sifflaient, il y avait les Italiens qui vous alpaguaient, mais enfin ça a été jamais... C'était pas aussi violent qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous avez le malheur de tenir tête à ces hommes-là, vous pouvez vous faire vraiment casser les dents. Et en fait, on n'était pas... À l'époque de mes parents, c'était pas quelque chose qui existait. Donc ça a été dur de leur transmettre. Au début, ils pensaient que je cherchais ou que j'étais affriolante ou que voilà. Et puis, ils se sont rendus compte que non, il y avait un véritable problème. Ils se sont rendus compte de ça, malheureusement, quand ma petite sœur a été touchée dans les transports par un frotteur, notamment. Et là aussi, on retrouve des profils assez réguliers. C'est donc quelque part une cause... qu'on peut qualifier de civilisationnel que vous développez à travers de votre association. Un choc culturel qui n'existait pas avant, qui donne lieu à de nouvelles violences, et des violences que les néo-féministes ne veulent absolument pas aborder, puisque cela va contre leur agenda politique. Et contre la doxa dominante dominante, qui veut que l'immigration... En fait, ces gens-là sont restés bloqués à une période citoyen du monde, toutes les cultures sont les mêmes. Vous savez, ce côté très européen de penser qu'on peut imposer la démocratie dans d'autres pays qu'ils veulent, alors que non. Et ben, c'est un petit peu cette mentalité que je retrouve, moi, chez certaines de mes comparses féministes, qui pensent qu'en effet, tout le monde a la même vision des choses, que notre modèle, notre vision, notamment de la femme, est la meilleure, et donc que toutes les sociétés en veulent, alors que c'est totalement faux. Il y a des hommes qui arrivent sur notre pays, qui considèrent que le voile est quelque chose de très bien, que le voile est preuve d'une meilleure pureté de la part chez les femmes qui le portent, qui considèrent que les femmes qui ne le portent pas sont des femmes impures et qui donc justifient un comportement déplacé, voire violent dans l'espace public. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quotidiennement. Mais il est intéressant que vous souligniez cette dimension mondialisante qui trouve son corollaire, en réalité, même c'est son fondement, dans un mondialisme économique voulu par des grandes puissances. En fin de compte, on veut avoir des consommateurs sur l'ensemble de la planète, les mêmes, du moment qu'ils consomment, ça va très bien, le reste n'est pas tellement important. Et je crois qu'effectivement, là où on se trompe énormément, c'est que à ce mondialisme, il faut opposer la consubstantialité des êtres. En réalité, on est tous consubstantiels puisqu'on vit les uns à côté des autres, mais avec un lien particulier, c'est que le lieu fait lien. Et notre lieu, notre territoire, qu'on a mis un temps fou à construire, qu'on a mis près de 2000 ans à ériger, etc., eh bien, effectivement, créait une consubstantialité entre ceux qui se reconnaissaient. Et en fin de compte, arriver à cette espèce de mondialisme, par définition, qui accepte toutes les différences, c'est forcément le chaos. Je pense que la meilleure image qu'on peut prendre de la consubstantialité, c'est une plage. Quand vous prenez une plage de sable, un grain de sable, c'est rien. Et ça s'en va au gré du vent. Par contre, s'il est amalgamé, vous pouvez marcher dessus et c'est solide. Et les plages, selon la configuration des lieux, elles peuvent être de galets, elles peuvent être de sable noir, elles peuvent être de sable blond, etc. Elles se configurent, elles se reconfigurent à chaque aléa des marées, etc., etc. C'est ce qui fait les civilisations, en fin de compte. Donc je trouve que votre organisation, votre collectif pose des questions fondamentales, en réalité. Au travers de ce particulier qui concerne les femmes, vous développez une réflexion quasi civilisationnelle. Je crois que c'est tout l'intérêt de votre organisation. Alors, quelles sont vos actions ? Comment vous articulez votre collectif ? Je crois que vous disposez de 150 à 200 activistes sur l'ensemble du territoire, ce qui est assez impressionnant quand même. Mais quelles sont les actions que vous entreprenez ? Alors, nous, on a vite compris, quand on s'est lancé en octobre 2019, qu'on n'allait pas forcément faire la une des médias pour notre discours. En tout cas, pas des médias mainstream. Heureusement, il existe des médias alternatifs comme vous, Radio Courtoisie, mais je pense aussi à CNews, qui fait un gros travail à ce niveau-là d'ouverture de la parole. Oui, mais les pauvres, aujourd'hui... Ce qui ne durera peut-être pas. C'est terrible. C'est terrible et c'est assez lamentable. Mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Alors, nous, ce qu'on s'est dit, ils ne vont pas parler
parler de nous, alors on va les forcer à parler de nous, on va se mettre aux endroits où ils sont. Donc très rapidement, on s'est dit on va faire ce qu'on appelle de l'agit-prop, du happening médiatique. Par exemple, les écolos sont très forts sur ces questions-là. Mais un mouvement qui existait à l'époque, qui s'appelle Génération Identitaire, était assez présent là aussi. C'est pour expliquer un petit peu à nos auditeurs ce que c'est que l'agit-prop. Vous organisez des actions médiatisées qui deviennent médiatisées parce que soit elles sont choquantes, soit elles sont spectaculaires. Enfin bref, vous attirez l'attention des médias, des politiques, mais ça peut aussi passer par les réseaux sociaux. Si les médias ne veulent pas parler de vous, les réseaux sociaux le feront et forceront les médias à parler de vous. Alors, la toute première chose qu'on a fait, à ce moment-là, on était 7 activistes, on venait de lancer l'association. Et en novembre 2019, donc au bout d'un mois d'existence, il y a la manifestation Nous Toutes, le 25 novembre, qui est une manifestation, là aussi, en lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc nous, on est arrivés avec notre propre slogan. Je me souviens très bien, on a fait une sorte de cheval de Troie, parce qu'on savait qu'arriver dans une manifestation néo-féministe avec des slogans qui critiquent l'immigration, qui critiquent le rôle que Caroline Dehaes ou Marlène Schiappa ont pu avoir ou n'ont pas eu, du coup, d'ailleurs, dans le fait de protéger les femmes, on savait que notre durée de vie serait limitée. Donc on est arrivé, on était 5 petites jeunes femmes, avec nos pancartes, qu'on avait recouvertes de papier cadeau blanc, et il y avait des slogans très mainstream qu'on avait écrits dessus. On est arrivé comme ça avec nos pancartes, on mettait l'ambiance, tout le monde nous adorait. Et puis dès que j'ai vu un gros média en direct, de tête, je crois que c'était LCI, le papier cadeau, on l'a enlevé, et là, effroi, le choc. Ces petites jeunes filles qui étaient très sympathiques sont devenues l'enfer fasciste de la manifestation. Il y avait quoi sur les alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y a 4 ans, Caroline Dehaes, pour lutter contre le harcèlement sexuel que je vous ai décrit, avait proposé d'élargir les trottoirs. C'était la seule réponse qu'elle avait proposée. Ah oui, je me souviens de ça. C'était hallucinant. Marlène Schiappa s'était engagée... Non mais, enfin, c'est se moquer des femmes. Enfin, je veux dire, voilà. Marlène Schiappa avait dit qu'il fallait expulser tous les délinquants étrangers, chose qu'elle n'a jamais fait. Pour des raisons diverses et variées, et peut-être qu'elle n'a pas eu la possibilité de le faire, mais je pense que c'était quelqu'un qui savait très bien la réalité du terrain, mais qui n'a pas eu le courage d'aller au bout. Donc nous, on l'a interpellée. Alors, il y avait une pancarte, il y avait écrit Marlène Schiappa, les étrangers violeurs sont toujours là. Il y avait une autre, Caroline Dehaes, tu veux toujours élargir les trottoirs. Il y avait un chiffre à ce moment-là, on avait très peu de chiffres sur le lien de corrélation entre immigration et délinquance. On avait un chiffre qui était celui de l'Office national de la délinquance et des réponses pénales, qui était que 52% des viols sont le fait d'étrangers à Paris. C'était un chiffre un peu flou dans le sens où c'était sur peu de viols. C'était sur un échantillon de près de 600 viols, il me semble. Donc c'était pas le chiffre le plus précis. Mais on avait que celui-là à l'époque. Alors on l'a utilisé. Et ça a marché, puisque la manifestation s'est figée sur nous, qu'on s'est pris tout un tas de harpies qui avaient l'âge d'être nos grands-mères, ce qui montrait un décalage aussi de génération assez intéressant entre les nouvelles violences qu'on subissait et l'ancienne génération un peu mai 68, ce qu'on appelle les boomers Dites pas chez de mal nous. des boomers. Ah bah non, un boomer n'est pas une question d'âge pour moi. J'ai connu des gens de mon âge qui sont totalement boomers. Hein. Bon. Et ce moment a été filmé en direct sur les télés, notamment de LCI. Et donc, cet extrait-là est devenu viral. Et le lendemain, moi, j'ai dû répondre aux Parisiens, au Figaro. Enfin voilà, tout le monde parlait de nous en se disant mais qui sont ces jeunes femmes qui ont osé mettre en question la responsabilité de la question migratoire dans les violences. Et voilà comment on s'est lancé. Et voilà quelle a été notre marque de fabrique pendant 4 ans. Ça a été de faire ce genre d'action, soit d'infiltration directement dans les manifestations. Il y a eu une autre action aussi qui a été un tournant dans notre association. C'est le 21 janvier ou 30 janvier 2021, où on est allé place du Trocadéro en niqab intégral pour dénoncer la hausse de l'islamisation de la France et le fait qu'on voyait de plus en plus de femmes en niqab, voire en niqab intégral, donc avec juste les yeux visibles. C'était en période de crise sanitaire et de plus en plus de femmes notamment mettaient un masque, et on le voit encore dans l'espace public, des femmes voilées qui mettent un masque assorti à leur voile, non pas à mon avis pour des raisons sanitaires mais pour des raisons idéologiques. Elles profitent justement de cela. Et nous, du coup, on a voulu dénoncer aussi cela, place du Trocadéro. En plus, c'était un dimanche tôt le matin. La Tour Eiffel était un peu voilée par la brume, donc ce qui rendait un effet assez terrible. On aurait pu illustrer la France orange mécanique de Laurent Anderson ce jour-là. Si même la Tour Eiffel se met à se voiler... Même la Tour Eiffel s'est voilée ce jour-là pour nous. Et là aussi, c'est une vidéo, enfin c'est une action qui a fait vraiment un sacré buzz, comme on dit aujourd'hui. Les réseaux sociaux s'en sont emparés. En plus, moi, j'ai été placée en garde à vue, puisque au début, les policiers ont cru que si on était
un mouvement islamiste, ce qui n'était pas le cas évidemment. Et du coup, on me voit partir en garde à vue, donc il y a eu tout un tas, il y a eu un hashtag Libérez Alice qui s'est lancé, enfin voilà. Et cette action nous a ouvert les plateaux télé, puisque quelques semaines après, j'étais sur Touche pas à mon poste pour ma première émission. Voilà. Donc nous, on s'est vraiment fait connaître comme ça par des sortes de buzz médiatiques, des images assez terrifiantes, où on questionnait. Et je pense que ce qui a aussi pas mal permis cela, c'est le fait que notre moyenne d'âge dans l'association elle est d'une 20aine d'années, et ces discours-là, chez la nouvelle génération, ne sont pas forcément les plus majoritaires. Donc ça questionne de voir des filles de 20 ans questionner sur la question de l'islamisation, questionner sur la question migratoire, arriver avec des chiffres et des statistiques montrant qu'il y a bien une réalité d'un choc civilisationnel, que c'est un choc culturel, on l'appelle comme on le souhaite. Et je pense que c'est ça qui a pas mal marché. Et du coup, voilà, tout au long de l'année, depuis 4 ans, on développe cette façon de faire. D'un autre côté, votre jeunesse, c'est très rafraîchissant quand même. Parce que le discours que vous tenez, on avait l'habitude de l'entendre de la part de gens de notre génération qui on doutait de ces avancées progressistes là. Vous savez, je crois que c'est Cocteau qui disait le progrès peut être le développement d'une erreur. Oui. Hein, on pense s'élever, on ne fait que sombrer. Et donc c'est plutôt rafraîchissant et encourageant de voir que des jeunes filles de 20 ans prennent conscience, elles aussi, de ces dérives. De ces dérives. Là où moi j'en veux beaucoup aussi, c'est qu'à une époque où en effet il y a eu des lanceurs d'alerte qui ont mis en avant ce choc culturel qui était inévitable, qui ont voulu nous protéger à l'avance, ils ont été traités de tous les noms, diabolisés, mis au rang de la société, alors qu'en fait c'est des gens qui auraient pu nous protéger si on les avait écoutés. Oui, mais on en reviendra un peu plus loin. Dans le rôle du politique, quand même, hein, dans ces avancées sociétales. D'ailleurs, on le voit bien, au lieu de régler les problèmes de fond, vous savez, je crois que c'est depuis Mitterrand qu'on s'est intéressé au sociétal et non plus à la société vraiment, et à comment gérer un peuple, comment gérer le peuple qui vous a élu. Et donc par ce biais un peu de rouerie, on a été vers le sociétal. Comme ça, on ne parlait pas des autres problèmes. Et je vois que notre président de la République actuelle est passé maître dans l'art. Alors c'est le grand débat sur l'euthanasie, c'est le grand débat sur le consentement là bientôt. Mais par contre, le problème des agriculteurs, le problème de l'insécurité, etc. Alors là, on l'évite complètement. Ça a été un évitement politique qui dure depuis les années 80, où en fin de compte, très vite, on a abandonné le peuple pour s'intéresser au sociétal en disant si vous n'êtes pas pour ce sociétal-là, vous n'êtes pas bon, etc., etc. Même la droite est tombée dans ce piège-là. Et en fin de compte, on en reviendra tout à l'heure, on en parlera de la responsabilité très lourde du politique, avec un aveuglement. L'aveuglement, c'est pire que la cécité. La cécité, c'est perdre la vue. Oui. L'aveuglement, c'est refuser de voir ce qu'on a sous les yeux. C'est pas du tout pareil. Et je pense que des donneurs d'alerte comme vous sont extraordinairement utiles. Et la fraîcheur de votre jeunesse est d'autant plus revigorant. Revigorant. Pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure sur les agressions dans la rue, en citant votre cas personnel, celui de votre petite sœur, j'ai vu qu'en 2023, on avait estimé à près de 88 000 femmes agressées hors du contexte intrafamilial, sur la voie publique ou dans les transports en commun. Ça fait du 240 par jour, 10 par heure. C'est-à-dire que c'est absolument effarant. Il faut que les téléspectateurs qui nous écoutent se rendent bien compte de l'importance. Presque près de 100 000, quoi. Oui. Près de 100 000. C'est absolument effarant. Alors, avec un chiffre noir, on tourne autour de... Là, ce que je cite, c'est un peu de chiffre noir, parce qu'on a en réalité à peu près 60 000 faits recensés, et le chiffre noir doit être presque 50% en plus, très certainement. Tu parles des dépôts de plainte, là. Voilà des dépôts de plainte, mais une analyse a été faite. On estime que 50 à 60% des faits ne sont pas portés à la connaissance. Pour déposer plainte, il faut déjà passer 2 heures de l'attente du commissariat avant le temps d'attendre. C'est ça. Alors, bien qu'on ne dispose d'aucune statistique fiable quant à la nationalité, la binationalité ou même les ascendances des agresseurs, ces distinctions statistiques étant interdites par la loi, il paraît qu'il ne faut pas discriminer. Ce serait une bombe nucléaire. Oui, mais ça serait dire la vérité, c'est tout le problème. Je crois que c'est...
savez, mes références au cinéma, j'aime bien Les Vieux de la Vieille. À un moment donné, Pierre Freinet a un problème avec un chauffeur de car. Il lui dit qu'on a une tête de canard, des pattes de canard et des ailes de canard, c'est qu'on est un canard, quoi. Bon, donc, mais nous, les statistiques ne s'inspirent pas de Pierre Freinet. Non. Et donc, les canards restent toujours d'une manière très éthérée. T'as des références de boomer, quand même. Non. Voilà. La litanie des faits divers, quand même, laisse à penser qu'une immense majorité d'entre eux est étrangère ou d'origine étrangère. Votre combat, donc, n'est-il pas de nous faire prendre conscience de cette réalité ? Oui, alors, en effet, comme vous l'avez dit, c'est très compliqué parce que nous n'avons pas de statistiques ethniques. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On sait, en revanche, par les travaux des pédopsychiatres notamment, qui travaillent beaucoup notamment avec les jeunes, notamment des jeunes de quartier, que les sociétés qui nient l'égalité homme-femme sont des sociétés où généralement il y a un plus fort taux de violence conjugale, ce qui peut justifier des comportements hyper violents dans l'espace public venant de jeunes étrangers, mais venant de jeunes dont les parents ont été étrangers. Je vous renvoie d'ailleurs à une étude qui a été réalisée par le Sénat, qui date de 2004, qui déjà montrait que les jeunes dont les parents ou les grands-parents étaient issus de l'immigration, de nationalité maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, étaient surreprésentés dans les faits de violence. Mais ça, c'est une étude qu'on n'a pas voulu voir, justement parce que SOS Racisme était d'ailleurs venu la critiquer en disant que oui, mais il ne fallait pas tirer de conclusions trop hâtives. Enfin bon, quand il y a des chiffres, malheureusement, les chiffres sont là. On n'a pas de statistiques ethniques. En revanche, on a des statistiques de nationalité qui sont sorties. Et à ce titre-là, je veux être bien claire, les violences faites aux femmes ne sont pas l'apanage des personnes issues de l'immigration. Il existe des violences faites aux femmes qui sont réalisées par des Français dits de souche. Et d'ailleurs, les Français sont, il paraît, assez forts sur les violences psychologiques notamment. Néanmoins, ceci étant dit, on remarque une surreprésentation des agressions sexuelles par des personnes étrangères, alors qu'ils sont minoritaires chez nous. Encore minoritaires chez nous. Et ces statistiques-là de nationalité, donc, qui ne sont pas des statistiques ethniques, existent en France, mais existent aussi dans les autres pays. Ce n'est pas une exclusivité française. Parce que souvent, on nous dit, moi, quand je vais citer des statistiques ethniques allemandes, sur les plateaux, on me dit non, mais on parle de l'Allemagne, on n'est pas en France. Bon, si ce n'est qu'en Allemagne, la crise migratoire est à peu près la même qu'on ait connue. Dans ce cas, si on n'a rien à se cacher, on peut en effet vers des statistiques ethniques. Je pense que personne n'est prêt. Ce qu'on a remarqué, c'est que, par exemple, aux Pays-Bas, 36% des mis en cause pour infraction sexuelle sont étrangers. En Allemagne, 67 mis en cause pour viol en réunion sont étrangers, et majoritairement afghans ou pakistanais. En Autriche, 11% des violeurs sont demandeurs d'asile, alors qu'ils ne représentent que 1% de la population. France, 20% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers en France. 63% des agressions sexuelles dans le transport francilien, donc Paris et Île-de-France, sont le fait d'étrangers. Italie, 42% des violeurs sont étrangers, alors qu'ils ne représentent que 8% de la population. Et en Suède, c'est 73% des violeurs qui sont étrangers. Donc on remarque une surreprésentation qui s'explique assez facilement par un choc culturel, mais là encore, quand on est face à des gens qui refusent de voir la réalité ou qui ne connaissent pas ces publics-là, ça devient très compliqué. On sait aujourd'hui, par exemple, que dans un certain nombre d'associations qui accueillent les personnes issues de l'immigration, on indique aux bénévoles femmes de s'habiller dans des vêtements amples qui ne montrent aucune peau, enfin voilà, aucune partie visible du corps, ou alors pas de short, voilà. On sait dans la jungle de Calais, malheureusement, qu'il y a eu tout un tas de viols, notamment sur des journalistes. On sait aussi que maintenant, on distribue des petits cryptogrammes aux personnes issues de l'immigration pour montrer quelle partie du corps féminin ne pas toucher. Voilà. Donc ça, c'est une réalité que les militants de ces associations-là savent, dont ils ne veulent pas parler, mais qu'ils savent. Mais c'est une chose que, visiblement, les pouvoirs publics ou les militantes néo-féministes, moi je les vise beaucoup parce que forcément, je trouve qu'elles sont mauvaises sur leur analyse, ne savent visiblement pas et ne veulent pas voir quand on leur explique. Il y a un écart culturel énorme qui justifie en effet que, notamment dans les viols de prédation, les viols dans l'espace public, on retrouve ce genre de choses. Mais pas que. Dans les violences conjugales, on retrouve aussi une forte présence de personnes issues de l'immigration. Mais là encore, pas que. Ça peut toucher tous les milieux. Mais en effet, dans des situations où les femmes... il faut bien se rendre compte qu'on accueille chez nous des personnes, des hommes, pour qui les femmes sont voilées, excisées, et que toutes les cultures n'ont pas le même rapport aux femmes que la nôtre. Voilà. Bien. C'est donc bien
une question civilisationnelle, oui. au-delà du culturel. Tout à fait. Puisque, et ça nous crève les yeux, quoi. Alors, si on veut faire la généalogie des choses, pourquoi est-ce que en France, il y avait un consensus entre les hommes et les femmes? On peut dire qu'on s'entendait bien quelque part. On a un héritage chrétien de plus de 1000 ans d'histoire, et que quoi qu'on dise, alors aujourd'hui je sais bien que c'est pas à l'ordre du jour, mais si on se réfère par exemple aux écrits de René Girard, la violence et le sacré, ou même le génie du christianisme de Chateaubriand, en se référant à ces références chrétiennes, le christianisme a apporté d'abord l'égalité entre les hommes et les femmes, mais bien au-delà, a inventé la courtoisie, la noblesse, la chevalerie, la séduction. Tout était lié à des comportements. Et au bout de 1000 ans d'histoire, on en était arrivé à un équilibre qu'aujourd'hui on rejette. Alors on veut rejeter totalement cette civilisation chrétienne qui nous a fait, oui. Qui nous a construit et qui fait que les relations entre les hommes, les femmes, etc. Vous savez, même le code pénal, quand vous prenez le code pénal à la non-assistance à personne en danger, c'est du christianisme, c'est l'intérêt pour l'autre, etc. Si je peux me permettre, en effet, le christianisme, Jésus a libéré les femmes sous l'Antiquité. Mais vous savez qu'il y a beaucoup plus de saintes que de saints. Tout à fait. Non, mais exactement. Et la meilleure preuve, c'est que presque toutes nos cathédrales, c'est Notre-Dame de ceci, Notre-Dame de Paris, etc. Au travers de la Vierge Marie, on encensait la femme. Et on a mis des centaines d'années à arriver à cette intelligence de l'être qu'on a réussi à construire. Et là, on a des chocs qui sont plus que culturels, c'est des chocs civilisationnels, c'est des chocs éthiques, c'est des chocs comportementaux qui sont incompatibles. Tout à fait. D'une totale incompatibilité. Alors, justement, est-ce que, au lieu de dire c'est des étrangers qui commettent toutes ces choses-là, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, des étrangers, il y en a eu, mais avec une assimilation forcée à nos critères, à nos façons de vivre, à une assimilation obligatoire, au bout d'un moment, ils finissaient par rentrer dans le rang. Elle n'est pas nécessairement forcée, ton assimilation. L'assimilation, quand on t'obligeait à changer ton prénom, c'était un petit peu forcé. Non, quand on t'obligeait à apprendre je te parle du comportement que peuvent avoir les gens qui sont d'origine étrangère européenne et qui viennent s'amalgamer à ce qu'est la société française. Voilà. Les rapports entre hommes et femmes sont les mêmes, parce que tu parles du christianisme, mais c'est effectivement une Est-ce qu'il ne serait pas grand temps, justement, de revendiquer cette histoire extraordinaire qui nous a forgés et qui est quelque part absolument extraordinaire? Tu n'es plus en France, tu es en République, c'est pas la même chose. Oui, alors, est-ce que la laïcité n'a pas été un grand piège, quelque part? Oui, c'en est un. Est-ce qu'on peut pas en vouloir aux francs-maçons du 19e siècle qui voulaient à tout prix bouffer du curé, quelque part? Quand on regarde toute l'histoire, voyons ce que l'Église a fait, quand même. Les soins, l'école, c'est eux qui ont essarté les territoires, c'est eux qui ont fait des prairies, c'est eux qui ont labouré, c'est eux qui ont asséché les marais, c'est eux qui ont construit. Avant d'avoir des communes, on avait des chapelles, on avait des paroisses. Qui tenait l'état civil? C'était les curés. Il a bien fallu alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est tous des descendants de François Ier? Parce qu'à un moment donné, François Ier a dit l'état civil, aujourd'hui, à partir de maintenant, devrait être écrit en français, non plus en latin. Donc voilà pourquoi on est tous des Français issus de François Ier. Je pense que je vous écoute, et j'essaye de voir en filigrane des questions existentielles très fortes, en réalité. Et je pense que vous avez raison de prendre ce biais visible des faits divers pour mettre en évidence des phénomènes civilisationnels très lourds. Très lourd. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose... Moi, ce qui m'a toujours choquée et qui a fait que je ne me suis pas du tout engagée dans des associations, notamment féministes, plus basiques, plus aimées, on va dire ça comme ça. Moi, ce qui m'a toujours choquée, de voir les fémènes blasphémer la Sainte Vierge. Je ne suis pas contre le droit de blasphème, chacun dit ce qu'il veut.
Le souci étant que la Sainte Vierge est la mère du Christ qui a quand même donné une identité, qui a créé la notion même d'individu, qui a libéré justement les femmes. Qui a christianisé l'Europe? Ce sont les femmes, parce qu'elles ont bien compris que ce serait... Clovis en tête. Hein. Clovis en tête et Sainte Clotilde. Sainte Olga de Kiev. Enfin, je veux dire, quel que soit l'endroit... Mais même le premier empereur romain qui s'est converti au christianisme, c'est à cause de sa femme. Exactement. Sa femme était chrétienne, et donc il a dit, bon, bah écoute, si je gagne la bataille, là, je dirais que c'est grâce à ton Dieu. Comme il a gagné la bataille, il s'est converti au christianisme, et tous ses soldats, pareil. Ces femmes-là c'est ont pas bien un discours compris. d'extrême gauche, ça. C'est pas un discours d'extrême gauche, mais alors non, mais c'est la réalité. Après, l'Église n'a pas toujours été tendre avec les femmes. On sait aussi qu'il y a eu le sort, des mères célibataires, notamment, qui étaient sévèrement punies par l'Église. Il y a eu l'Église des hommes, mais il y a eu l'Église du Christ, et le Christ a vraiment libéré les femmes. Et ça, je ne comprends pas qu'elle soit dans une totale rébellion contre l'image même de la Sainte Vierge, alors qu'elle devrait être plutôt reconnaissante. Mais je force personne à être religieux ou quoi, mais je trouve qu'il y a quand même, sur ça, il y a un manque de culture énorme. Il y a un manque de culture de la part des mouvements féministes qui, je vous renvoie au livre de Régine Pernoud, La femme au temps des cathédrales, qui est incroyable et qui explique notamment que non, les femmes avaient aussi des droits au Moyen-Âge. Alors en effet, il y avait peut-être une égalité, mais qui était plus une égalité de classe qu'une inégalité de sexe. Et ça, c'est vraiment essentiel de le connaître. Au Moyen-Âge, c'est les femmes qui détenaient les clés, le fameux trousseau. Voilà. C'est elle qui, en fin de compte, gérait la maison. Et puis quand vous regardez toute l'histoire de France, l'influence des femmes, qu'elles soient légitimes ou courtisanes, a été absolument prodigieuse. Et en fait, si vous voulez, en France, en effet, ce n'est pas non plus le système le plus parfait. Je vois de temps en temps des vidéos de l'INA, vous savez, qui ressortent de temps en temps. Et en effet, il y a quelques années, quand on faisait des micro-trottoirs dans la rue, certains hommes expliquaient que battre leur femme n'était pas quelque chose de grave. Et ça, il y a eu un changement de mentalité par rapport à ça qui est réel. Mais qui a existé. Donc on n'a pas le système le plus parfait, mais on n'a pas le pire système au monde. Et on a l'impression que dans leur bouche, vraiment, elles envient presque d'autres civilisations qui ont été mais bien plus cruelles et qui sont encore bien plus cruelles et violentes avec les femmes. Et c'est ça, moi, qui me sidère. Elle parle de la culture du viol. Certes, il existe encore une culture du viol en France, mais elle est incomparable avec ce qui se passe en Afrique ou au Maghreb. Vous trouvez qu'il y a une culture du viol en France ? Il y a encore, en effet, sur certains discours, moi, par exemple, j'ai été choquée par des discours potentiels de Gérard Depardieu sur des enfants. Moi, c'est des choses auxquelles je n'adhère pas. Gérard Depardieu, c'est devenu grand méchant, là. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Mais si vous voulez, c'est ça que moi, je trouve hallucinant avec elles, c'est qu'elles vont mettre au pilori un Gérard Depardieu. Moi, j'ai vomi ses propos. Et je considère en effet qu'ils s'inscrivent dans une tradition que moi je n'aime pas. En revanche, vous ne pouvez pas du tout comparer ce que dit Gérard Depardieu et ce que font certains hommes politiques. Alors, Gérard Depardieu, quand il joue, c'est des rôles, vous me direz, mais quand il joue certains rôles, je pense aux valseuses en particulier, c'est un acteur extraordinaire. C'est ce que je voulais dire. Et magnifique, extraordinaire. Mais ça reste un film, bien sûr. Mais on encense Gérard Depardieu. Ouais. Et quand on se rend compte que dans la vraie vie... Les gens qu'on voit au cinéma se comportent de la même manière, on se dit « Ah mais non, c'est très mal ». Je trouve qu'il y a une certaine dissociation entre la réalité et le cinéma. Je devais avoir 20 ans quand les valseuses sont sorties. J'avais été voir ça au cinéma. Tout le monde encensait ce film en disant que c'était un chef-d'œuvre, etc. J'étais ressorti de là à 20 ans, j'avais envie de vomir. Je disais, mais quelle est la considération de la femme ? Dans le monde du cinéma, autre chose, mai 68 a entretenu pour moi cette culture du viol sur les femmes notamment. On a eu quand même des discours, mais sur les enfants aussi. On va pas rappeler le discours de certains hommes politiques d'aujourd'hui qu'on voit passer à la télé, qui faisaient l'apologie de la pédophilie. Mais c'était vraiment la culture du viol que moi je considère comme telle et qui n'est pas du tout pointée du doigt aujourd'hui. Tout à fait d'accord. On sort un petit peu du sujet parce que l'on parle des enfants et pas les adultes. C'est un petit peu différent, mais je pense qu'en ce qui concerne la pédophilie, on a considéré que c'était quelque chose qui était à développer parce qu'effectivement certains ministres ont pu dire que c'était la sexualité des enfants était un continent dont le rivage serait abordé dans le futur par les générations qui nous suivront. Mais je trouve qu'il y avait une volonté jusqu'en 1994, et je vais vous dire pourquoi je retiens cette date, il y avait une volonté de revenir à l'Antiquité grecque et romaine où la liberté d'aimer des enfants était totale, semble-t-il, en tout cas d'après ce qui nous est dit. Et 1994, pour moi, c'est une date charnière parce que c'est l'affaire Dutroux en Belgique. Et on s'est rendu compte que finalement, la pédophilie, ça pouvait être mortel. Ça pouvait être quelque chose de très violent, absolument terrible, et que ça pouvait conduire à la mort des enfants.
Et depuis 1994, depuis l'affaire Dutroux, on a un certain nombre de vedettes littéraires en particulier, je pense à Gabriel Maznev, qui sont passés d'un camp à l'autre. C'est-à-dire que c'était des gens qui invités sur les plateaux télé, qui avaient un discours qui était écouté. Alors, tout le monde n'était pas de leur avis, mais ils avaient une parole qui était libre. Et du jour au lendemain, ces mêmes personnes sont devenues le diable. Et c'est un peu ce qui arrive à Depardieu aujourd'hui. C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'auparavant, en tant que c'était un acteur, ces films étaient formidables et les rôles qu'il jouait, truculents et autres, étaient rapportaient beaucoup d'argent aussi. Certes aussi, mais c'était quelqu'un qui était merveilleux. Et puis est arrivée une période que j'ai connue d'ailleurs professionnellement, par rapport à Depardieu, 2018 si je me trompe pas, et quasiment du jour au lendemain, Depardieu est devenu le diable. Alors qu'en fait, je pense que ça se situe de façon plus difficile entre les deux. Mais pour terminer juste sur la question de la pédophilie, à l'inverse, des Simone de Beauvoir sont encore adulées par des militants féministes, alors qu'on sait très bien qu'elles servaient de rabatteuse pour Jean-Paul Sartre. Ah, vous savez, je crois que ça a été... les bons et les mauvais c'est comme le chasseur, c'est ça. On parle de ce mouvement 68 arts, et il est évident qu'il a été étayé autour les deux grandes figures de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, qui étaient eux-mêmes les héritiers d'André Breton avec l'existentialisme. 40 ans, 50 ans plus tard, ça fait encore un dégât terrible. Quand vous reprenez les devises d'André Breton sur l'existentialisme, l'homme n'est que liberté, il n'a aucune contrainte, aucune morale, etc., etc. Alors, ça a donné ensuite mai 68, ça a donné ensuite un individualisme forcené, lié à des avancées technologiques sans précédent, d'un autre côté, donc avec une déstructuration de tout ce qui nous avait structuré. Oui. La famille, les enfants, il est interdit d'interdire, il est interdit d'interdire, voilà. Donc c'était possible. Mais maintenant, on en est arrivé à ce paroxysme. Moi, je vois là, il y a quelque temps, on a rendu un hommage appuyé à Robert Badinter, mais j'étais vert dans mon canapé, quoi, parce que Badinter est issu de toute cette mouvance-là, de l'excuse systématique, de la tolérance systématique. Et ça nous donne ensuite son héritier, qui est Dupond-Moretti aujourd'hui à la justice. Vous savez, en employant une telle rhétorique, une telle dramaturgie oratoire, on en est arrivé non pas à la fin de la peine de mort, mais à la mort de la peine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça vous donne ce qui s'est passé hier soir à la Courneuve, une centaine de jeunes qui viennent agresser, attaquer un commissariat de police en pleine ville. Et tout le monde s'étonne, on dit tiens, c'est un fait divers, c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Mais essayons d'avoir une démarche un peu anthropologique et de venir à la généalogie des choses. Reprenons ce discours existentialiste relayé par Simone de Beauvoir, la femme n'en est pas femme, elle le devient, etc., etc. Cette aisance technologique a permis des avancées extraordinaires qui nous a fait oublier nos fondamentaux. Sur lequel vous semblez vouloir revenir, en tous les cas nous éclairer, avec en plus cette confrontation culturelle et civilisationnelle sur laquelle qui est patente, on peut pas le nier. Donc, alors je veux pas dire que tout ça est un peu désespérant, parce que moi j'ai 70 ans, maintenant mais enfin j'ai 6 petits enfants, je suis quand même inquiet, quoi. Puis la question c'est jouir sans entrave, avec ou sans consentement. Exactement, c'est ça. On a été dans les abus, en oubliant, vous savez. Depuis la nuit des temps, l'homme est arrivé il y a 300 000 ans à peu près sur Terre, il y avait une parité évolutionniste rigoureuse, obligatoire, d'évolution entre le domestique et l'existentiel. C'est-à-dire, on a inventé la brouette, etc., mais on se disait, mais oui, d'où ça vient, etc. Donc, l'animisme, les religions successives, même les mythologies grecques, romaines, etc., puis les religions révélées, christianisme, islamisme, etc., etc., mais à chaque fois des interrogations existentielles. Aujourd'hui, on n'a plus aucune interrogation existentielle. Au contraire, on a même l'impression que cette petite période de vie doit être jouissive au maximum. Donc pas de responsabilité, pas d'avenir, c'est l'instant présent qui compte, etc. Donc vous voyez qu'à bien des égards, il y a ce particularisme là de cette immigration massive, mais il y a aussi ce particularisme qui nous est propre, qui nous est inhérent, on s'est détruit nous-mêmes quelque part, on s'est détruit nous-mêmes.
Voilà. Donc. Puis-je dire quelque chose? Oui. Parce que on est allé à 300 000 ans. Parce que c'est important. Oui, tu as raison. Alice Cordier est une lanceuse d'alerte qui, en fin de compte, derrière ce petit. J'aimerais qu'on vienne à 2024. Ce petit coin là nous permet d'aller très loin. Et je trouve qu'il y a une profondeur dans leur démarche qui est extraordinairement intéressante. Alors, absolument. Par contre, j'aimerais maintenant aborder. Avez-vous été contacté par des partis politiques? Avez-vous des liens avec des partis politiques? On sent qu'aujourd'hui il y a quand même le débat se recentre quand même sur les questions civilisationnelles, bien que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Macron essaye encore de nous faire des bisbis pour éviter le débat civilisationnel. Mais avez-vous des contacts avec la politique? Est-ce qu'on a essayé de vous récupérer ou quoi? Ou est-ce que vous voulez à tout prix garder votre indépendance? Non, on veut garder une indépendance. Ça veut pas dire qu'on ne travaille pas avec des partis. Notre but, il va être aussi, ça passe par les lois qui sont proposées. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un certain nombre de députés quand même qui sont présents à l'Assemblée nationale, qui peuvent être sensibles aux idées que l'on peut proposer. Donc forcément, on essaye de travailler en bonne intelligence. Alors, il y en a qui ne veulent pas travailler avec nous, mais d'autres sont un petit peu plus sensibles. Et les filles, je suppose, n'avaient pas de contact? Non, à vrai dire, on a à peine essayé. D'abord parce qu'on les croise peu. On a peu de possibilités. Adrien Quatennens, non, vous n'avez pas Non, tenté? alors, il est peu enclin à parler des cas de violence. Il n'est pas forcément le meilleur placé. Non, il y a une partie de la majorité qui pourrait, d'une certaine façon, écouter un petit peu nos propos. Forcément, les partis de droite sont enclins. LR commence à essayer de copier le Rassemblement national sur ces questions-là et à se dire que malgré le fait qu'ils auraient pu changer les choses, à un moment, je pense à la période Sarkozy qui a été une catastrophe, ils essayent de se rattraper ou du moins de copier ce qu'on appelle l'extrême droite. Mais je pense que même au niveau du gouvernement, on pourrait essayer de faire influencer un petit peu les choses. Nous, on est en train de petit à petit se structurer à ce niveau-là, de faire des propositions de loi, d'envoyer aux députés. Au Parlement européen, il y a des choses à faire aujourd'hui. Un de nos principaux ennemis, je dirais presque, c'est quand même l'Union européenne sur la question migratoire. C'est là où je voulais en venir également. Ouais. Alors vous savez qu'aujourd'hui, le seul horizon qu'on nous propose, c'est l'Europe qui n'est pas européen, n'est pas digne de vivre, c'est invraisemblable. On a bien compris que l'ambition démesurée de notre président de la République, c'était de devenir un jour président de l'Europe. Il se voit déjà comme l'un des hommes les plus puissants du monde, puisque si l'Union européenne, une union fédérale, j'entends, se faisait, effectivement. Et par contre, on s'aperçoit au fil du temps que Bruxelles, par des décisions très particulières, a eu cette influence dévastatrice au niveau civilisationnel. À deux niveaux. Déjà, il faut savoir, à Bruxelles, il y a des forts lobbies islamistes qui agissent, qui discutent. Il y a des intérêts économiques, évidemment. On sait que le Qatar finance un petit peu certains lobbies. Et on a vu se mettre en place un certain nombre de choses de financement de la part de Bruxelles. Je pense à un en particulier, le financement du Forum des organisations européennes musulmanes des jeunes et étudiants. Forum peu connu, finalement. Moi, je ne le connaissais pas avant de commencer mes petites recherches, notamment sur Bruxelles. Alors, Forum qui a l'initiative d'une campagne, La joie est dans le hijab, où on a vu tout un tas d'affiches publicitaires de la part de Bruxelles, financées par Bruxelles, avec une jeune fille musulmane. Alors, c'était coupé en deux, il y avait une partie sans le voile, l'autre partie avec le voile, montrant que, de toute façon, on pouvait s'épanouir totalement en portant un voile qui est quand même fondamentalement un voile de soumission. Bon. Soumission parfois volontaire, consentie, mais soumission quand même. La deuxième chose par rapport à ce forum, qui je le rappelle est toujours financé par l'Union européenne, c'est qu'il abrite des associations proches des frères musulmans. Je pense à Millî Görüs, une association turque qui agit particulièrement à Strasbourg, notamment pour faire avancer ses pions. Et puis une dernière chose, ce forum des organisations européennes a invité au Parlement européen pour la journée contre l'islamophobie, journée où ils ne se sont pas retenus de critiquer la politique européenne, la politique française, politique islamophobe, parce que dans un contexte de débat sur l'abaya, notamment. Donc tout cela est financé par Bruxelles. Bruxelles qui remet en question la laïcité. Alors la laïcité française, Jaurès, on peut en penser ce qu'on veut. N'empêche qu'aujourd'hui, elle aurait au moins, si elle était bien définie, un avantage, c'est de limiter l'expansion des signes religieux et de lutter contre ces lobbies et ces associations islamistes, chose qu'elle ne fait absolument pas aujourd'hui. Mais voilà, on a été critiqué pour ça.
Il y a un autre exemple d'atteinte civilisationnelle totale de la part de l'Union européenne. Je prends des exemples assez concrets, mais qui nous permettent de bien comprendre. Je pense à l'agence Frontex, une agence de garde-côtes qui est censée contrôler nos côtes. C'est une agence de voyage, en fait. Alors, pire que ça, c'est devenu une agence de statistiques, puisque le directeur de Frontex a changé. Le Livre Noir a fait un excellent reportage là-dessus. Et quand le directeur a changé, le nouveau directeur de Frontex a expliqué que de toute façon, on ne pouvait pas lutter contre l'immigration illégale et que tout ce que pouvait faire Frontex, c'était établir des statistiques. Il s'avère que l'ancien directeur avait essayé de mettre en place vraiment des frontières stables. Et d'ailleurs, c'est bien ce que Schengen... Non, mais bien sûr, c'est ce que Schengen avait prévu. Normalement, c'est de fortifier notre extérieur et de fluidifier nos échanges à l'intérieur. Et en effet, comme vous l'avez dit, il a été contrôlé et accusé de faire son appel du pushback, donc de renvoyer les migrants de façon violente à l'extérieur de nos frontières. Il a juste fait son travail et il a eu la chance d'être contrôlé par ce qu'on appelle des moniteurs en droits fondamentaux qui sont venus lui empêcher de faire son travail, qui sont venus expliquer au pays, à ce moment-là c'était la Lituanie contre l'immigration biélorusse qui arrivait. On est venu, ces moniteurs-là sont venus expliquer à la police lituanienne que de toute façon, elle faisait mal son travail, que l'immigration illégale, si vous discriminez des migrants illégaux, ça se trouve, vous discriminez des migrants qui sont venus pour demander le droit d'asile. Donc pour 1 sur 150, il vaut mieux faire venir les 150. Donc il faut rien faire, il faut laisser rentrer tout le monde. Il faut laisser rentrer tout le monde. Et c'est pire que ça, c'est que ces militants en droits fondamentaux sont venus expliquer, notamment à l'État lituanien, que son droit était raciste et qu'il ne respectait pas le droit de l'Union européenne, qui, je le rappelle, n'est pas un droit d'ouverture, mais quand même un droit de sécurisation des frontières. Donc en fait, voilà, on est face à une agence qui est censée garder nos côtes et qui ne le fait plus, parce que c'est la Commission européenne, d'Ursula von der Leyen, qui a mis en place ces moniteurs, qui sont venus expliquer, les moniteurs qui sont généralement des membres d'associations, des militants ou des lobbies, qui sont venus expliquer aux États qui essayent de protéger leurs frontières que non, c'est contraire à la politique de l'UE. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. L'UE est censée protéger nos frontières, ses frontières, mais l'UE envoie des modérateurs expliquer que les États n'ont pas protégé leurs frontières, donc on s'en sort pas. Et ça, c'est mis en place directement par les politiques de l'Union européenne, de la Commission actuelle. Mais alors, quelle est leur volonté fondamentale ? Est-ce que c'est pour pallier la dénatalité de l'Europe ? On peut s'interroger. Pourquoi est-ce que l'Europe agit d'une telle manière ? Il y a une population vieillissante. Pour changer de peuple, un peu, peut-être ? Il y a une population vieillissante qui est réelle, ça qu'on ne peut pas nier. Et il est bien plus rentable de faire venir des populations qui ne se plaindront pas, qui ne demanderont pas à augmenter ou améliorer leur manière de travailler, qui ne feront pas grève. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'on se rend compte que ces populations-là, c'est l'actualité du moment, c'est la Courneuve, c'est d'autres événements et autres. Ce sont des populations qui revendiquent. Vous parliez du hijab et vous parliez des frères musulmans, c'est une population... On parle bien de cette population-là qui est fortement islamisée. C'est une population qui revendique son islam. Et moi, j'aimerais en revenir à notre sujet concernant les violences d'une façon générale sur les femmes, et en particulier sur les viols et puis agressions sexuelles. Ce que je note, c'est qu'on a actuellement un quasi-monopole associatif féminin avec hashtag MeToo, balance ton porc et ce genre de choses, qui veut plutôt que les hommes soient par nature, l'être masculin, européen principalement, soit par nature un prédateur, soit par nature quelqu'un de dangereux. Alors que votre discours, c'est pas ça. Tout à fait. C'est de dire que, en fait, mais ça serait intéressant que vous le creusiez un petit peu, parce que est-ce que si l'homme n'est pas par nature un agresseur des femmes, est-ce que c'est culturel ou pas ? Autrement dit, est-ce qu'il suffit de changer la culture des gens pour qu'ils deviennent ce que nous sommes ? Est-ce qu'il suffit de changer une nature ? Est-ce qu'il suffit de changer une manière de se comporter pour que quelqu'un qui, au départ, est considéré comme étant par sa culture d'origine un prédateur potentiel, puisse, parce qu'il a changé de culture, puisse devenir, je ne dis pas un agneau, peut-être pas, mais puisse devenir quelqu'un qui respecte les femmes. Tout à fait. Alors, il y a deux choses. Il y a une part de nature, par définition, par hormone. L'homme est plus violent. L'homme est plus violent. La testostérone, on sait que ça rend violent. D'ailleurs, les athlètes qui s'injectent de la testostérone ont des comportements agressifs. Preuve en est qu'il y a quand même quelque chose qui est lié de l'ordre de la nature, de l'ordre de l'hormone. Maintenant, il y a des sociétés qui ont su donner la possibilité à l'homme de se maîtriser et de maîtriser sa colère et ses pulsions
C'est toute l'œuvre de René Girard dans La violence et le sacré, qui explique que c'est le sacré qui a apaisé ces velléités un peu guerrières de l'homme. Alors, vous parliez des hormones, c'est évident, hein, on n'a même pas la masse musculaire, etc. Et pareil, l'histoire, l'anthropologie nous l'apprend. Je sais bien que Patrick aime pas que je rappelle tout le temps l'homme des cavernes, mais à partir du moment où l'homme s'est rendu compte que la femme était encombrée par la grossesse, eh ben, on s'est réparti les tâches. Hein, c'est-à-dire que l'homme allait à la chasse. C'est pour ça qu'il a un regard. C'est pour ça qu'il a un regard lointain. Féministe, vous savez que on dirait, c'est les écologistes, je crois, qui disaient qu'en fait, depuis l'époque préhistorique, les femmes sont moins fortes parce qu'elles ont moins mangé de protéines. Non, mais on ne peut pas nier ça. Vous savez, par exemple, on a un regard qui est, l'homme a un regard vers le lointain, puisqu'on était appelés à être des chasseurs, donc on regardait où était et la femme qui a eu, qui est resté beaucoup plus longtemps à la caverne, a un regard beaucoup plus circulaire. Demandez à votre concubin ou à votre compagnon d'aller chercher du beurre dans le frigo, il y va, il dit je le vois pas. Puis la femme arrive, il dit ça crève les yeux. Il y a des différences biologiques qui sont réelles. Et d'ailleurs, je vais vous dire une petite anecdote pour sourire un peu. J'ai très souvent traité des vols à main armés dans les établissements bancaires. Quand on prenait les témoignages des témoins, il y avait des hommes, il y avait des femmes, etc. L'homme, toujours, il vous disait le calibre que c'était. Hein. C'était un revolver, c'était un automatique, c'était un PM, etc., etc. Il vous disait la voiture, la marque, la couleur de la voiture avec laquelle les gars s'étaient enfuis, etc. Les femmes, incapables de vous dire la couleur du pistolet que c'était. Par contre, elles vous décrivaient la couleur des yeux, la couleur des cheveux, des fois même la texture des doigts. Ils étaient capables de vous donner tous ces détails-là, parfois même en disant il était beau ou il était agressif, etc. Chose qui intéressait absolument pas l'homme. Donc vous voyez qu'à travers même mon travail du quotidien, on s'apercevait qu'il y avait des différences d'appréciation, des différences de vue. Il suffit de regarder un homme, on parlait des violences sexuelles dans la rue, quand un homme voit une fille dans la rue qui retient son attention, il a su du regard, même s'il dit rien, mais au moins il a su du regard. Le blond, paraît-il, attire beaucoup plus ce regard. Une femme ne fixera jamais un homme comme ça dans la rue. Par contre, elle aura remarqué s'il est beau. Et elle n'aura pas bougé la tête, hein, mais par contre, elle l'aura vu. Donc c'est vrai qu'elle a cette capacité de... C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit assez peu de femmes pilotes d'avion, parce qu'il faut avoir une vision sur le lointain que les femmes n'ont pas. Tu vas pas te faire que des amis. Je sais bien, mais... Ceci dit, on en a deux dans notre association, des pilotes. On peut pas parce que maintenant, il y a le pilote automatique. Vous savez, ça aussi, hein, une des évolutions, on essaie de nous faire croire que l'homme, pendant des générations, il avait une vie de pacha, etc. La vie était rude, vous savez. Il y a encore 150 ans, nourrir ses enfants l'hiver, c'était dur, quoi. Hein. C'était pas facile. C'était dur pour la femme, c'est évident, mais c'était dur pour l'homme aussi. Descendre au fond des mines dans le Nord, c'était pas facile non plus. Aussi, l'une des caractéristiques, vous voyez, par exemple, entre les pays d'Asie et les pays sous nos latitudes, les saisons. Les saisons ont fait que, en Asie, par exemple, vous plantez du riz, on a besoin de toute la main-d'œuvre, des hommes, des femmes, etc., pour planter le riz. Dans nos latitudes à nous, il faut labourer le sol, etc., donc faire un effort à un certain moment. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'homme était à un travail plus laborieux que la femme, même si la femme, avec ce qu'on appelle la charge mentale, c'est ça, je crois, hein, avait énormément de choses à s'occuper à la maison. Mais vous voyez, toutes ces différences. Je reprends l'exemple de ma plage tout à l'heure. Selon les latitudes, c'est pas pareil, quoi. Une vague par-dessus ta plage, c'est plus la même plage. Hein. Comment ? Surtout une vague migratoire. Hein. Mais alors, voilà. Pour conclure, j'aimerais qu'on ait une note d'espérance quand même. Hein. Quelque part, votre organisation, votre collectif donne une note d'espérance, parce que il est vrai qu'il y avait une doxa dominante de gauche à cet égard vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de tout ça. Tout ce que vous dites là, personne n'osait le dire, alors que ça nous crève les yeux, quoi. En fin de compte, j'aimerais que vous ayez, pour conclure, une parole d'espérance, quoi. D'abord en incitant les gens à vous rejoindre,
pas forcément que des femmes, peut-être d'ailleurs, hein, et peut-être des hommes qui vont être intéressés par votre combat. Et j'aimerais que vous nous délivriez une parole d'espoir. Bien sûr. Alors oui, évidemment. Alors nous, sur l'activisme de terrain, c'est plutôt des jeunes femmes qui s'y collent. Mais on a en effet tout un statut de sympathisant pour hommes ou femmes qui ne veulent pas forcément faire de terrain, mais qui seront prêts à nous aider. Une note d'espoir. Moi, de toute façon, si je fais ce combat, c'est que j'y crois. Sinon, je ne pourrais pas tenir. On a le nez dans les faits divers toute la journée. Autant vous dire que si vous n'y croyez pas, vous tombez en dépression. Moi, je travaille beaucoup aussi avec d'autres pays et en fait, on se rend compte qu'il y a une génération qui prend quand même qui ose dire peut-être et qui a la possibilité de dire ce que la génération de ses grands-pères et de ses parents ne pouvaient pas forcément dire. Nous, on voit beaucoup de jeunes qui commencent à se mobiliser sur ces questions-là. Je vois en Allemagne, il y a une association qui s'appelle Lucreta qui n'a pas du tout la même possibilité de parole que nous. En Allemagne et en Belgique, c'est l'enfer pour pouvoir parler. Il y a même en Belgique un cordon sanitaire pour empêcher notamment, en Wallonie, soit les partis, mais aussi les protagonistes. Tout va bien, quoi, en fait. Voilà. Non, on n'en parle pas, tout va bien. C'est pour ça que je me dis parfois, il y a tellement pire que nous, que moi, ça me donne de l'espoir et je me dis, nous, on a quand même une force de frappe qui est quand même réelle. L'exemple de la Suède tout à l'heure, il paraît que... La Suède est quasiment grand remplacée à... Ouais, il n'y a plus qu'une génération, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a des notes d'espoir. Moi, une note d'espoir, moi, j'ai découvert la non-insécurité en allant dans les pays de l'Est. Je pense à la Slovaquie notamment, où j'ai eu la chance de pouvoir aller à de nombreuses reprises, où là, j'ai découvert la non-charge mentale, justement, dans l'espace public, de ne pas avoir cette crainte et cette systématisation de la peur de l'agression dans la rue. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en Europe, il existe encore, en fait, des coins où ça existe. Oui. Alors, attention, la Slovaquie, le SMIC est à 600 €, c'est un État corrompu et il y a la mafia. Mais en fait, si vous êtes une jeune femme et que vous n'avez ni affaire ni à la mafia ni à l'État, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des sortes de paradis qui existaient, notamment pour des situations comme les nôtres. Vous pouvez rentrer chez vous tard le soir sans vous faire agresser, vous vous habillez comme vous voulez. Là-bas, il y avait un culte du corps qui font qu'ils n'ont pas des envies de se jeter sur vous si vous êtes en mini-jupe. C'est vraiment, je n'avais jamais ressenti ça en France et je me suis même rendu compte à quel point on avait perdu en qualité de vie en allant dans ces pays-là et en me disant mais attends, là tu n'as pas peur. Aller dans les transports en commun sans avoir un mec bizarre. Ça, c'est quelque chose mais qu'on ne vit plus en France. Et ce, quelle que soit la ville. C'est-à-dire que c'est même plus Paris ou quoi. Mais je vous ai promis une note d'espoir. Oui, parce que là, c'est pas tellement positif. Parce que là, vous nous incitez à nous rapprocher de l'Est. Non, moi, ça risque de dériver. Mon but n'est pas du tout de prôner l'expatriation en revanche. Et je crois qu'il y a vraiment des possibilités de parole qui n'existaient pas avant. Et aujourd'hui, des personnalités qui soutiennent notre combat et qui, avant, ne le faisaient pas. On voit notamment des personnes du privé, des médias du privé, de grosse écoute, qui commencent à parler de ces faits divers à répétition et qui n'ont pas peur de nommer ça des faits de société. Moi, je pense qu'on est vraiment dans une période charnière. Je pense qu'il y a encore la possibilité de sauver ce pays et que cela est possible si tout le monde, quelle que soit la génération, quels que soient ses moyens, quel que soit son métier, s'y mettent réellement. Et je remercie, puisque je sais que je suis entre deux anciens policiers, et je remercie aussi la police qui fait un travail extraordinaire, qui est souvent bafoué, mais qui est essentiel et qui nous fortifie aussi dans notre combat. Ce sont des gens du quotidien, des gens du réel, qui eux savent très bien ce qui se passe notamment dans l'espace public, qui n'ont pas forcément la possibilité de parler. Et du coup, je leur remercie pour leur travail régulier qu'ils font. Merci. Bien, Alice Cordier, nous vous remercions infiniment sur cette note d'espoir. Puis d'avoir dit une gentille parole pour les policiers, c'est très bien. J'invite tous nos téléspectateurs et surtout les femmes à prendre attache avec vous, à vous contacter et à soutenir votre combat qui est légitime. Et je le rappelle, quel que soit l'âge, on a besoin d'aide à tous les niveaux. Très bien. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci et puis je vous dis à bientôt.